Bonjour et merci de me retrouver. C'est encore un plaisir de partager. Nous sommes en train de voir SD-WAN. Nous sommes en train de déployer un lab SD-WAN et nous sommes en train de le faire en utilisant la version 20.9.4. Nous avons installé les contrôleurs, nous avons configuré des templates et au cours de la précédente session, nous avons ajouté le template NTP, Network Time Protocol. Juste pour rappeler en quelques lignes l'importance du protocole NTP, NTP permet de synchroniser l'heure des équipements. Synchroniser veut simplement dire donner une heure unique ou encore une heure identique. Pourquoi est-ce que cela est important? Rapidement, en donnant l'exemple d'un réseau global, dans un réseau global, vous aurez des équipements par exemple en Afrique, vous aurez des équipements en Asie, vous aurez des équipements en Amérique, ok? Vous aurez des équipements en Europe, vous aurez des équipements peut-être en Australie. Bref, que ces équipements soient uniquement en Amérique, je donne un exemple. Aux États-Unis, par exemple, il y a 4 fuseaux horaires. Vous avez le PST pour ceux qui sont à l'ouest. Vous avez le MST. Vous avez le CST. Vous avez le IST. En d'autres termes, dans ce même pays, les États-Unis, si vos équipements sont dans un état qui est PST, par exemple en Californie, vous avez des équipements ici, par exemple, à l'heure actuelle, je suis en CST, il est 13h26, en Californie, il est 11h26. À Phoenix, il est 12h26. Ok. À Dallas, où je suis, il est... Oh, excusez. Oui, à Phoenix, il est 12h. À Dallas, où je suis, il est 13h. Et à New York, il est 14h. Vous voyez que dans un même pays, s'il y a des équipements ici, tous ces équipements n'ont pas la même heure. Alors, ce qui se passe, c'est que si vous avez un équipement qui est dans une zone PST et que cet équipement est configuré à utiliser PST, et que vous avez un équipement qui est en IST, et que cet équipement qui est dans une zone IST utilise l'heure IST, les messages qui seront générés en cas d'événement ne vont pas donner la même heure. Nous savons que dans le routeur, dans le switch, dans un firewall, dans tout équipement réseau, il y a les logs messages. Les log messages, c'est comme un registre des événements. Par exemple, ici, j'ai cette interface G00 qui est app depuis 17h11. Et je pense que, en fait, ce routeur est en UTC. Donc, si les équipements n'ont pas la même heure, pour le même événement, ils vont afficher des heures différentes. Et cela ne facilite pas la corrélation. Il sera difficile de faire une corrélation du même événement parce que les équipements n'ont pas la même heure. Et vous voyez que je me suis arrêté juste aux États-Unis. Donc, si on ajoutait que vous avez des équipements en Europe, en Asie, en Afrique, vous aurez peut-être 10 équipements pour le même événement, vous donnent des heures différentes. Et cela n'est pas facile. Donc, ce que NTP permet de faire, c'est de dire, OK, nous allons utiliser UTC. De telle sorte que, en dépit, en fait, même si l'équipement est dans une zone PST, dans une zone MST, CST, en Afrique, en Europe, tous ces équipements auront une heure identique et en cas d'événement qui impacte plusieurs équipements, le message va dire que c'était à 10h20 par exemple, 10h21, 10h25. Quelques secondes d'écart, des minutes d'écart, il n'y a pas de problème, mais cela permet au moins de dire que, OK, l'événement qui a eu lieu a impacté
plusieurs équipements et c'est le même événement. Bref, donc ça c'est l'importance de NTP. À partir de cette session, nous allons voir AAA. Nous allons configurer le template AAA. Donc AAA c'est pour Authentication, Authorization and Accounting. Et les deux protocoles de base, en fait les principaux protocoles, c'est TACACS et Radius. Alors, avant de configurer TACACS, puisque c'est au travers de TACACS que nous allons déployer notre protocole AAA, en fait, nous allons le protocole AAA que nous allons configurer, c'est TACACS, ok? Parce que j'ai un serveur TACACS qui est dans ce réseau, que nous allons intégrer et je vais montrer. Alors, il y aura pas mal de choses à faire. La première chose, c'est que nous allons rapidement rappeler les concepts. Pourquoi est-ce qu'il est important de configurer AAA? Alors, les concepts que nous allons voir ne concernent pas seulement SD-WAN au cours de cette première session, parce que ça concerne également, ce sont des protocoles de base. À partir du CCNA, on parle des protocoles AAA et nous allons essayer de voir pourquoi est-ce que ces protocoles sont importants. Et au cours de la prochaine session, nous allons déployer le template AAA. Donc, sans plus tarder, nous allons le voir d'un point de vue pratique. Je donne l'exemple. Vous êtes... repartons à la base. L'accès à un équipement. Comment est-ce que nous accédons aux équipements réseau? Il y a plusieurs méthodes. Excusez-moi pour la parenthèse. Si vous maîtrisez l'accès aux équipements, les protocoles AAA, TACACS, vous pouvez skip et partir à la prochaine session. Si ce qui vous intéresse, c'est uniquement SD-WAN, vous pouvez skip cette session, partir à la prochaine session. C'est au cours de la prochaine session que nous allons configurer les templates. Mais pour aider ceux qui veulent comprendre les bases de AAA, de TACACS, l'accès aux équipements, nous allons passer quelques minutes pour déposer les bases et au cours de la prochaine session, nous allons configurer le template AAA. Alors, pour les bases, l'accès aux équipements. Il y a l'accès direct via le câble, le console cable. OK? Ça, c'est l'accès direct. L'accès direct veut simplement dire que vous avez accès à l'équipement. Vous avez un accès physique. Ça veut dire que le routeur, le switch, l'équipement auquel vous voulez accéder est sur votre bureau. Vous avez un PC, vous prenez le câble, vous connectez à votre PC, le console cable, et vous connectez l'autre bout au routeur, sur le console port du routeur. Okay? Nous n'irons pas dans les détails. Ça, c'est l'accès direct. L'accès via TCP/IP. Okay? L'accès via TCP/IP, c'est simplement l'accès via Internet. OK? Pas seulement Internet. Soyons précis. C'est simplement l'accès au travers d'une adresse IP, pour faire simple. OK? En d'autres termes, vous pouvez être dans le même building. Vous êtes au 20e étage. L'équipement est au 2e étage. Vous n'avez pas un accès physique à l'équipement, mais vous avez l'adresse IP de l'équipement. Alors, vous allez utiliser l'adresse IP de l'équipement auquel vous voulez accéder pour SSH ou Telnet dans l'équipement. Okay? Cette méthode est valable pour l'accès à des millions, à des milliers de kilomètres. Okay? En d'autres termes, je peux être à Dallas et accéder à un équipement qui est en France. C'est au travers d'une adresse IP. Bref, nous n'irons pas... la base est que l'équipement auquel vous voulez accéder soit reachable, soit accessible via adresse IP. Que vous puissiez... la première chose, c'est de tester, c'est de valider que vous pouvez ping cet équipement. Le ping a des réponses. Même si le ping n'a pas de réponse parce que ICMP peut être bloqué. OK? Ça, c'est un autre détail. Mais que vous ayez un accès... qu'il y ait la connectivité IP
avec cet équipement. Ok, donc en d'autres termes, l'accès via TCP/IP, ça peut être pour un équipement qui est dans un autre bureau, à un autre étage, dans un autre bâtiment, mais dans le même espace géographique. Ok, si vous êtes dans un hôpital, par exemple, l'équipement est dans le bâtiment A, vous êtes dans le bâtiment B, c'est toujours accès via TCP/IP. Si vous êtes à Dallas, l'équipement est à Paris, c'est toujours accès via TCP/IP parce que vous utilisez l'adresse IP pour accéder à l'équipement. Alors, ça, c'est les deux modes d'accès. OK? Pour les deux modes d'accès, pour le mode d'accès via adresse IP, donc l'accès via TCP/IP, il y a deux principaux protocoles. Nous avons Telnet. Nous n'allons pas repartir encore parler de Telnet et ainsi de suite. Si vous voulez, j'ai des labs sur Telnet dans le playlist de CCNA. Ici, je rappelle juste les bases. L'autre mode, c'est SSH. Nous savons que Telnet n'est pas sécurisé, mais SSH est sécurisé. OK? Donc, maintenant, ça, c'est les modes d'accès. Quel est le rapport avec le mode d'accès avec le protocole AAA? Lorsque vous n'avez pas de serveur AAA, ce qui va se passer, c'est que si vous avez un site, 2 sites, 3 sites, 4 sites, 5 sites, 7 sites, 8 sites, 9 sites, 10 sites, ok, et que vous avez un routeur au niveau de chaque site, vous serez obligé, ok, ça c'est le nombre d'équipements. Vous avez 10 équipements et vous êtes 2 administrateurs réseau, ok. Ce qui va se passer, c'est que vous serez obligé de partir dans chaque équipement et définir les utilisateurs de façon locale, ok. C'est ce qu'on appelle un utilisateur local. Vous allez partir dans l'équipement, là, vous allez dire utilisateur Mehdi, ok, et son mot de passe. Vous allez définir le deuxième utilisateur. Je donne l'exemple de Bertrand. Vous donnez son mot de passe. Dans chaque équipement, vous allez définir les 2 utilisateurs. Ok? Vous comprenez tout de suite que ça, c'est un exemple de 10 équipements. Mais si vous avez 100 équipements, vous avez 5 ingénieurs réseau pour gérer le réseau. Vous devez configurer 5 utilisateurs dans chaque équipement. Ok? Ça veut dire que vous devez partir dans les 100 équipements, configurer ajouter les 5 utilisateurs. En fait, vous devez ajouter les 5 utilisateurs dans les 100 équipements. Alors, nous savons que ceci n'est pas facile à gérer parce que les recommandations de sécurité veulent qu'on change le mot de passe le mot de passe de l'utilisateur au moins chaque 3 mois. Je donne un exemple. Donc, après 3 mois, vous devez repartir, modifier les mots de passe. Ça, c'est juste une recommandation. Vous pouvez ignorer cette recommandation, mais bon, c'est la sécurité. Vous voulez que votre réseau soit sécurisé. En dehors de cet aspect, il y a l'aspect de ceux qui démissionnent. Si quelqu'un démissionne dans la société, vous devez partir à effacer son compte dans chaque équipement. Alors, vous voyez que cette gestion deviendra difficile. Ça risque de faire de telle sorte que vous ne respectez pas les recommandations de sécurité. Donc, c'est là où l'importance de AAA intervient. Mais avant de voir l'importance de AAA, nous allons voir comment est-ce que vous pouvez définir un utilisateur local et comment est-ce que vous pouvez accéder à l'équipement en utilisant l'utilisateur local. Et puis comme ça, quand nous allons ajouter AAA, qu'il y ait la compréhension du concept. Donc nous allons partir dans l'un des routeurs et pour voir ce que nous sommes en train de faire et où est-ce que nous sommes, je vais afficher la topologie. Alors la topologie que nous sommes en train d'utiliser, nous avons un site où nous avons les contrôleurs, nous avons des branches, ok, nous avons la branche 33, 44,
la branche 11, la branche 22. Et nous avons le siège en Asie, le siège en Amérique, et nous avons le data center en Asie, le data center en Amérique. Au niveau des data centers, nous avons des serveurs et nous avons un routeur qui fait DNS, NTP et DHCP. Alors, au travers de cette session, pour montrer le concept de AAA, nous allons le faire sur la base des deux routeurs. Donc, d'abord, pour montrer comment est-ce que nous pouvons définir un utilisateur local, comment est-ce que utiliser le compte de l'utilisateur pour accéder à l'équipement, nous allons le faire entre ces deux équipements. OK? Donc, à partir du routeur qui est au site 155, nous allons accéder au routeur qui est au site 255. Sans plus tarder, nous allons partir valider les adresses IP. Donc, si je reviens au routeur 155, si je fais show IP interface brief, vous voyez que l'adresse IP de ce routeur, c'est celle-ci. Nous partons au routeur qui est au site 255, show IP interface brief. Nous avons cette adresse IP. La différence, c'est le 2, ok? Ici, c'est le 255. Ici, là, c'est le 155 sur le deuxième octet. Nous allons ping le 255 à partir du routeur qui est au site 155. On va faire ping 172 255 10 111. Nous voyons que nous pouvons ping le routeur qui est au remote site, donc au site qui est de l'autre côté. Maintenant que nous avons le ping, nous allons partir ici et nous allons vérifier. Show running config include username. Nous n'avons pas d'utilisateur ici. Show run. Nous allons faire include SSH. Nous n'avons pas SSH. Donc, pour partir très vite, j'ai les commandes ici. Nous avons la configuration de SSH, ok? Donc, nous avons partir pas à pas. Je vais appliquer cette commande. Pour configurer SSH, vous avez besoin de cette commande. Vous allez... C'est la commande qui vous permet de configurer le nom de domaine. IP domain name. Je vais faire ceci pour conserver l'espace. Okay, pour ne pas que je ferme et revienne. Ok. Donc cette commande nous a permis de configurer le nom de domaine. Et nous allons maintenant... Excusez, je suis remonté. Et nous allons maintenant configurer la clé. Okay. C'est tel que j'ai dit, nous ne rentrons pas dans les détails. SSH a une clé. Pour la version 2, nous devons, je pense que c'est autour à partir de 700 et quelques, mais nous allons mettre 1024. Ok. Nous avons configuré la clé. SSH 1.99 a été activé. Je vais enlever ceci. CryptoKey. Si vous voulez enlever la clé, vous mettez Zero Eyes et vous mettez RSA. Je mets OK. Disable. La raison pour laquelle c'est que je le fais, c'est que je ne veux pas utiliser la version en .99. Donc avant de le faire, avant d'ajouter la clé, je vais définir la version de SSH. OK. Alors, on me dit que c'est bien. Puis, je dois maintenant créer une clé qui a au moins 768 bits. Donc, je vais repartir. CryptoKey RSA. Je vais mettre 1024. Remarquez que là, j'ai maintenant 2 0. Je n'ai pas 1,99. Il y a des détails sur la raison pour laquelle vous ne voulez pas utiliser 1,99. Ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Mais c'est simplement, vous pouvez suivre cette méthode. En fait, vous précisez d'abord la version avant de définir la clé. Donc, nous avons appliqué ces commandes. Et maintenant, nous allons définir l'utilisateur. Pour définir un utilisateur local, vous faites mon username. Dans mon cas, je vais mettre fallback.
Pourquoi est-ce que je mets fallback? Fallback, c'est simplement pour dire que c'est une méthode qui sera secondaire une fois que nous aurons AAA. OK? Au cas où le serveur AAA a des problèmes, on peut utiliser cette méthode pour accéder. Et nous allons voir cela. Fallback, OK? Password, Cisco. OK? Nous avons défini l'utilisateur. Pour l'instant, nous ne pouvons pas SSH. Si je viens ici, au niveau de ce routeur, je fais SSH. Quand vous mettez le point d'interrogation, ça vous permet de préciser le nom de l'utilisateur, -L, fallback, et nous allons mettre l'adresse IP. L'adresse IP, c'est celle de l'équipement dans lequel nous voulons SSH. Et nous avons vu que c'est cette adresse IP. Et nous avons aussi testé que nous pouvons ping cette adresse IP. Je vais ajouter. Vous voyez que lorsque ça ne marche pas, ça va vous dire que connection to 172.255.10.111 closed by foreign host. Ce que nous allons faire, nous allons ajouter le type de transport dans l'équipement dans lequel nous voulons accéder. Nous allons faire line VTY 0 à 4. Et si nous faisons transport, vous voyez que input, vous voyez que nous avons plusieurs types de transports, mais pour l'instant, les transports les plus populaires, c'est SSH et Telnet. Si vous mettez SSH, il n'y a que SSH, on ne peut que SSH. Si vous mettez Telnet, on ne peut que Telnet dans l'équipement. Pour l'instant, nous allons mettre input all, c'est pour dire que tous les protocoles, on peut utiliser tous les protocoles pour accéder à cet équipement. Si je reviens ici pour tester encore, là, j'ai le prompt qui va me permettre de mettre le mot de passe. Souvenez-vous, j'ai déjà mis le nom de l'utilisateur que nous avons défini et l'adresse IP de l'équipement. Là, nous allons mettre le mot de passe, Cisco. Vous voyez que là, ça ne marche toujours pas. OK? On nous invite à saisir le mot de passe, mais lorsque nous mettons le mot de passe, la connexion est toujours fermée. Alors, pourquoi? Nous allons revenir ici. Nous allons mettre login, point d'interrogation. Vous voyez qu'on nous demande de mettre le login local. Login local veut simplement dire que pour accéder à cet équipement, je vais effacer, nous pouvons y accéder avec l'utilisateur que nous avons défini localement. OK? Localement. Cet utilisateur qui a été défini localement dans l'équipement. OK? Dans l'équipement. Donc, dans le routeur, nous avons défini un utilisateur. Et nous disons que au travers des lignes VTY, OK? Ça aussi, c'est un élément. Je veux préciser la différence entre line con et line VTY. OK, bon. Pour l'instant, nous sommes en train de dire que sur ces lignes virtuelles, on peut autoriser l'accès aux utilisateurs qui sont définis localement. Donc, si je reviens ici, je vais valider, login local, valider. Si je mets, j'essaie encore d'accéder, j'ai le prompt, je mets le mot de passe de l'utilisateur. Vous voyez que j'ai maintenant accès à l'équipement. Okay? J'ai maintenant accès au user mode, okay? Au mode utilisateur. L'utilisateur fallback a accédé au mode user. Maintenant, si je mets, pour accéder au mode enable, je mets enable. OK? On nous dit que no password set. Je veux juste qu'on parte dans progressivement. Progressivement, qu'est-ce que je veux dire? Ici, ça a un rapport avec les mots, ce qu'on appelle les modes. OK? Nous avons le user mode. J'ai des vidéos qui ont les détails de ces aspects. Le user mode, c'est représenté par le signe supérieur, tel que nous le voyons.
Nous avons le Enable Mode. Ok, on appelle ça Enable Mode, Privileged Exec Mode. Ok, voilà. Donc, Enable Mode, c'est aussi appelé Privileged Exec Mode, qui est représenté par le signe Jazz. Ok, nous savons qu'en Enable Mode, les commandes sont limitées. Si nous mettons le point d'interrogation, ouais, vous ne pouvez exécuter que ces équipements, ces commandes, excusez. Ok. En Enable Mode, il y a plusieurs commandes, ok, mais vous ne pouvez pas configurer l'équipement. Parce que pour configurer l'équipement, vous devez être en Privileged Exec Mode ou encore Enable Mode. Ok. Donc là, pour accéder au Enable Mode, nous allons repartir ici et ajouter Enable Password Cisco. Ok. Il n'est pas recommandé d'avoir des mots de passe en clear text, mais ce n'est pas l'objectif de cette session. Nous voulons juste comprendre comment est-ce qu'un utilisateur est défini et comment est-ce qu'on utilise le nom de cet utilisateur pour accéder à l'équipement. Le nom et le mot de passe. Nous revenons ici. Là, maintenant que nous avons un Enable Password, si nous revenons, nous mettons Enable, vous voyez que le mot de passe ayant été configuré, nous avons maintenant, on nous demande de mettre le mot de passe pour accéder au Enable Mode. Nous avons mis Cisco, je mets Cisco, j'ai maintenant accès à l'équipement. Vous voyez que je suis dans le routeur du site 155. Excusez. Apparemment, ok. Le nom, je dois corriger ceci, ok. Parce que ça me donne le même nom, mais ce sont deux équipements différents. Ici, j'ai juste copié. Donc, je vais modifier. Je vais mettre hostname pour que ce soit clair. Si je dois modifier, je vais faire que ce soit 255. Vous voyez que j'ai changé ici. Ok, c'est passé de 155 à 255. Alors, je vais repartir là-bas. Ici. Vous voyez que ici également, c'est passé de 155 à 255. Juste pour prouver que j'ai SSH à cet équipement, je vais faire exit. Avec que j'ai fermé la session, je suis revenu dans l'équipement 155. J'étais dans l'équipement qui est au site 255. Je suis revenu dans l'équipement qui est au site 155. Alors ça, c'est comment est-ce que vous pouvez définir un utilisateur. Je parlais des lignes. Line. Si vous mettez line, ça va vous mettre les types de lignes qui vous permettent d'accéder à l'équipement. Vous avez auxiliary. Nous n'allons pas parler de ça. C'est un mode qui est un peu vieux. Le console, c'est lorsque j'avais dit que l'équipement est en face de vous. Vous voulez accéder par le console port. Derrière le routeur, en fait, dans un routeur, il y a un console port. Et là, vous mettez le câble. L'accès via SSH ou Telnet se fait via les Virtual Lines. Alors, si nous revenons ici, nous sommes dans le 255. Si je fais show, excusez, je vais sortir carrément. Excusez. Si je fais show line, vous voyez que pour l'instant, CTY, c'est via console que j'ai accès ici. Users, ok, tout. Maintenant, nous allons repartir, nous allons encore SSH. Je vais faire ceci. On me demande de mettre le mot de passe pour accéder au user mode. Si je fais enable, on me demande de mettre le mot de passe pour accéder au enable mode. Je mets Cisco. Là, je suis dans l'équipement. Je suis passé de l'équipement 155 à l'équipement 255. Si je reviens ici, je fais encore show line. Vous voyez que c'est passé à 3. OK? Donc, je viens d'accéder via la ligne VTY. Ça veut dire qu'on a déjà utilisé 3 fois.
il y a d'autres détails que nous n'allons pas voir. Pour l'instant, nous avons vu comment est-ce que vous utilisez un compte d'utilisateur défini localement de l'équipement pour accéder au dit équipement. Alors, pourquoi est-ce que cette méthode n'est pas efficace? Nous l'avons vu parce que si vous avez plusieurs équipements, il faut modifier les mots de passe, il faut ajouter, il faut faire ceci et ça peut être difficile à gérer. Ce que AAA permet de faire, le protocole AAA. Alors, A, c'est pour... Le premier A, c'est pour Authentication. Authentication, c'est simplement répondre à la question qui, ok? Qui, c'est pour qui veut accéder à l'équipement. Ça veut dire que ici, nous voyons, si vous êtes 5 administrateurs, c'est qui? C'est Mehdi, c'est Bertrand. Ce sont les utilisateurs qui sont définis localement ou encore les administrateurs réseau. Le deuxième A, c'est pour Authorization. Authorization, c'est pour répondre à la question quoi? Ok? Quoi, c'est simplement qu'est-ce que je suis autorisé à faire une fois que j'ai accès à l'équipement? Ok? Quelle commande je suis autorisé à exécuter? Est-ce que je peux configurer? Parce qu'il y a des utilisateurs qui peuvent accéder, mais ne vont s'arrêter qu'à faire des show commands. On peut même restreindre ce que les commandes... En fait, on peut restreindre les commandes qu'un utilisateur peut exécuter. On peut l'interdire de ne pas faire le show IP interface brief, par exemple. Même les show commandes, on peut les restreindre. Ok? Donc ça, c'est l'authorization, ce que la personne est autorisée à faire lorsqu'il a accès à l'équipement. Authentication, c'est pour authentifier qui vous êtes. Ok? Si vous êtes défini dans l'équipement, si vous êtes autorisé à accéder. Et une fois que vous avez été authentifié, l'autorisation permet juste de valider, de voir ce que vous pouvez faire. Accounting, c'est garder les traces de ce que vous faites pendant la session. Ok? À quelle heure vous avez accédé à l'équipement? 10h55, par exemple. Quelle commande vous avez exécutée? Quelle configuration? Ça, c'est accounting. Ok? Le serveur va créer l'historique de vos activités dans l'équipement. Donc ici, c'est en quelque sorte en fait, c'est ce que vous aurez fait dans l'équipement. Bref. Donc, maintenant, nous avons dit qu'il y a Radius et il y a TACACS. Dans notre topologie, nous allons illustrer ceci avec TACACS. TACACS est un protocole créé par Cisco, mais qui est devenu un standard. Ça veut dire que c'est ouvert à tous les vendeurs. Tous les vendeurs peuvent avoir déployé TACACS dans leurs équipements. Alors, je pense que ça, c'était l'essentiel en ce qui concerne AAA et la définition d'un utilisateur local. Maintenant, je pense que nous allons mettre à cette session. Lors de la prochaine session, nous allons installer le serveur TACACS. Juste pour montrer le serveur TACACS que j'ai. C'est un appliance que vous pouvez télécharger de GNS3 et cela va vous permettre de gérer l'accès aux équipements via un serveur AAA. Donc c'est un serveur TACACS. Je vais montrer sa ligne son GUI. Donc ça c'est le serveur TACACS. J'ai déjà testé en créant un utilisateur. Ok, j'ai un utilisateur ici que j'avais déjà créé. Et donc lors de la prochaine session, je vais rapidement montrer comment est-ce que vous pouvez télécharger un appliance et comment est-ce que vous pouvez intégrer cette appliance dans votre réseau. Alors ce sera donc l'opportunité de tester
le serveur Takacs GUI avec un équipement Cisco et ensuite créer le template AAA dans vManage et ensuite ajouter, tester le serveur Takacs dans un équipement SD-WAN. Nous sommes à la fin de cette session. Si vous avez aimé. Je m'excuse, il y a beaucoup de concepts derrière ce que nous avons couvert. C'était pas l'objectif de cette session était d'avoir une certaine chronologie par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Mais si vous voulez partir dans les détails, vous pouvez vous référer à mon playlist du CCNA. J'ai des vidéos où j'ai parlé de la gestion des équipements, comment est-ce que ça se fait, ainsi de suite dans les détails. Je vous retrouve lors de la prochaine session. Merci.